Bonjour, bienvenue dans le 7-8 Week-end sur TV78 de l'actualité des idées de sortie loisirs pour bien terminer la semaine dans les Yvelines. Voici le programme de ce 10 décembre. Un centre de loisirs pour les enfants en situation de handicap mental. La maison Aélie a ouvert ses portes depuis septembre à Montigny-le-Bretonneux. Cette structure créée par l'association du Fun pour tous accueille jusqu'à 7 enfants. Pour offrir à Noël, pourquoi ne pas opter pour l'album ou le tirage photo Photobox, passé à Sartrouville et spécialisé dans le domaine et livré essentiellement en France et en Allemagne. À l'approche des fêtes, l'usine tourne à plein régime. Et puis comme chaque vendredi, notre sélection d'idées pour sortir dans le département, c'est dans la deuxième partie de cette émission. Bichente, Marianne Santi-Esteban est avec moi en plateau pour parler de ce programme. Bonjour Bichente. Quel est le programme du jour justement pour sortir dans le département ? Oui, on recevra en invité Christophe Barbier, journaliste et comédien, pour nous parler de sa pièce de théâtre dans la pièce dans laquelle il joue L'un de nous deux. Et bien sûr aussi, on va parler un peu de Noël. Bien. Et ce sera tout à l'heure, bien sûr, dans le 7-8 Week-end. L'actualité pour débuter avec un service ouvert à Montigny-le-Bretonneux depuis septembre. La maison Aélie propose aux parents d'enfants atteints de troubles mentaux ou d'autisme un mode d'accueil dédié à leurs besoins. Basé au centre de loisirs du Manet, cette structure accueille les mercredis et pendant les vacances scolaires jusqu'à 7 enfants de 6 à 12 ans. Céline Charles. La maison Aélie a tout d'un centre de loisirs classique, à une chose près. Elle s'occupe d'enfants en situation de handicap mental ou de troubles du spectre autistique. On a voulu poursuivre l'inclusion que l'on fait déjà sur le temps scolaire, donc évidemment avec l'éducation nationale. On a 4 classes Ulysse sur la ville de Montigny. S'il n'y a rien pendant les vacances, et s'ils ne peuvent pas être accueillis sur le centre municipal de leur commune, en fait, la stimulation et l'accompagnement stagnent. J'accompagne mon fils, Amine, qui a 8 ans. C'est un enfant autiste avec un développement de retard. Accompagnée par une éducatrice spécialisée et une animatrice formée aux problématiques du handicap, la maison propose de multiples activités adaptées et des temps d'inclusion avec les autres enfants du centre de loisirs. On va faire beaucoup d'activités manuelles pour qu'ils puissent toucher différentes textures. On va faire des sorties à l'extérieur, donc on a un partenariat avec le pôle sciences où on va en forêt et ils nous font découvrir plein de choses en forêt avec les enfants et ça marche très bien. Aujourd'hui, c'était le jour de la décoration de la salle et de la mise en place de tous les ateliers axés sur Noël. La difficulté, c'est la sociabilisation et de se rapprocher des autres enfants. Ça, c'est une grande difficulté pour ces enfants-là et ils n'ont pas encore les codes, les outils. Et en fait, ici, on leur apporte ces codes-là, ces outils-là. Des activités qui portent déjà leurs fruits et qui réjouissent les parents, soucieux du bien-être des enfants, mais également de se poser quelques instants. Les familles sont confrontées à des difficultés entre la gestion de leur vie de famille, de leur vie professionnelle, et c'est vrai que ça leur permet pour les familles un moment de répit. Aujourd'hui, il y a des enfants qui parlent, qui nous disent là ça va pas, j'ai mal ici, ou j'ai envie de faire ça, alors qu'avant c'était compliqué. Pour avoir recours à ce service, il suffit d'adresser une demande par courrier au service scolaire de la ville. La ville de Montigny va également accueillir la fondation Anne de Gaulle dans les mois à venir pour accompagner les personnes trisomiques et leurs familles dans le quartier du village. Un taux d'incidence proche de 450, 15 nouvelles entrées à l'hôpital en moyenne par jour, des indicateurs en hausse du Covid-19 et face justement à cette hausse, le gouvernement a ouvert à tous les adultes depuis 18 ans, la dose de rappel, bientôt aussi pour les enfants. Conséquence, les centres de vaccination dont certains avaient fermé dans les Yvelines ont repris du service dès cette semaine. 15 en tout sont ouverts dans le département avec un maillage territorial, notamment à Bonnières-sur-Seine, Mantes-la-Jolie pour le nord-ouest du département, Poitiers et Conflans-Sainte-Honorine pour le nord-est. Le sud d'Yvelines est notamment couvert par les sites des Ménules, de Rambouillet ou encore de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Pour la zone de Versailles, 50 ans en Yvelines, des centres au Vélodrome National à Versailles, Vélizy et Saint-Cyr-l'École. Enfin, le centre de vaccination du Pays Houdanais ne se situe plus à Houdan. Il a déménagé à Septeuil, à la salle du Mille Club. La vaccination est ouverte sans rendez-vous pour les plus de 65 ans en pratique. Pour le reste, il faut prendre rendez-vous sur le site Doctolib. On peut aussi passer par les sites qui s'affichent en bas de l'écran, Vitmados ou encore Covidlist. L'actualité, c'est aussi les fêtes de fin d'année qui se rapprochent à grands pas, une période phare forcément pour les entreprises et certains commerces. À Sartrouville, l'usine Photobox réalise des livres et tirages photos pour toute l'Europe, essentiellement pour la France et pour l'Allemagne. Elle doit répondre en ce moment au nombre de commandes qui sont en hausse. Le reportage de Célia Gatsongo. Les imprimantes fonctionnent quasiment 24 heures sur 24 à l'usine Photobox de Sartrouville. La période pré-Noël est très importante. Ici, on fabrique des livres et tirages photos. Les clients anticipent les cadeaux. C'est donc le pic de fabrication pour l'entreprise.
Si on prend en moyenne ce qu'on voit comme production du nombre de livres, on va dire sur une semaine classique, où on va être autour de 20 000, les semaines dans lesquelles on arrive en ce moment jusqu'au 20-21 décembre, on va tourner à 80 000 à peu près par semaine. Donc on est sur un facteur de 1 à 4 en termes de hausse de commandes et de ventes pour nos clients sur cette période. Il faut en moyenne 3 jours pour fabriquer un livre photo. D'abord, les intérieurs sont imprimés puis découpés. Une machine rassemble les pages et décade les lots. Une autre fait les reliures. Toutes les chutes de papier sont recyclées. Étape suivante, coller les pages entre elles. Vous avez le barcode a été coupé et vous avez les informations de la commande ici et ici. Vous voyez, on a mis de la colle, on a mis la feutrine. Et donc les livres là, maintenant, ils ont besoin de 6 heures de séchage. La couverture du livre peut être personnalisée ou non. Dans ce cas, plusieurs formes sont proposées. Les choix sont multiples entre couverture rigide ou souple, papier standard ou brillant. On fabrique quasiment toutes les références tous les jours. Et c'est ce qui fait la difficulté de cette usine et de ce processus-là, c'est qu'on fait 1,8 million de livres par an, on fait 1,8 million de livres différents. Ces derniers mois, les prix du papier sont en hausse et les délais d'approvisionnement augmentent. On a de la chance, on n'a pas été touché parce qu'on a une très forte anticipation. Donc pour la période du pic, on se prépare dès le mois de juin généralement. Donc toutes les commandes ont été passées et anticipées à ce moment-là. Ce qu'on voit ceci étant, c'est qu'effectivement, s'il y avait besoin de recommander à un instant T, on aurait certainement à faire face à quelques difficultés d'approvisionnement. Sur le site de Sartrouville, jusqu'à 100 personnes travaillent quotidiennement en toute saison. Pour les fêtes de fin d'année, l'entreprise peut compter jusqu'à 280 employés. Un retour à présent sur l'actualité de la semaine yvelinoise. Que faut-il retenir du 6 au 10 décembre? C'est résumé par Céline Charles en 78 secondes. On commence ce résumé avec Valérie Pécresse qui sera candidate aux élections présidentielles de 2022. Élue à 60% des voix au congrès Les Républicains ce samedi face à Éric Ciotti, la candidate prépare à présent sa campagne pour 2022. La construction du centre aqualudique de Maurepas et Lancourt se poursuit. La ministre des Sports Roxana Maracineanu s'est rendue sur place pour poser symboliquement la première pierre des bassins. L'ouverture du centre est prévue pour septembre 2022. Après plusieurs mois de travaux, la centrale de géothermie de Vélizy-Villacoublay a été mise en service. 12 000 foyers de la commune yvelinoise vont pouvoir se chauffer avec la température du sol. Comme chaque année, le club Climat Énergie de Saint-Quentin en Yvelines a organisé sa conférence autour du développement durable dans l'agglomération. L'objectif, établir une stratégie pour les prochaines années. Et puis mercredi avait lieu la première édition des rencontres de l'inclusion à Élancourt. Organisée par la Fondation FACE, le principe est de mobiliser les entreprises du territoire en faveur de l'insertion professionnelle. Plusieurs dizaines des 130 entreprises signataires étaient présentes. Allez, c'est l'heure de sortir dans les Yvelines dans ce 7-8 week-end. Oui, Bichente, c'est encore possible de profiter d'activités dans le département, même en cette période de crise sanitaire, avec les gestes barrières. C'est important et on débute ce programme avec une exposition pour revenir sur des moments historiques. Oui, filmer les procès, un enjeu social, de Nuremberg au génocide des Tutsis au Rwanda, c'est le nom de cette exposition qui présente les extraits de 8 procès historiques, filmés pour la mémoire, créés par les Archives nationales en 2020. Elle est visible actuellement aux Archives départementales des Yvelines. Reportage. Le procès de la dictature chilienne, celui de Maurice Papon ou encore celui de Klaus Barbie. D'ordinaire inaccessible au grand public, les extraits de 8 procès historiques sont exceptionnellement visibles aux archives départementales. Ces procès s'étendent sur des heures. Donc ce sont quelques montages qui vont de 10 minutes à 25 minutes et qui permettent d'appréhender justement les différents aspects d'un procès. En France, il est interdit de filmer les procès, sauf exception. Considérés comme historiques, certains peuvent être conservés pour la mémoire. En juillet 1985, la loi Badinter autorise leur enregistrement audiovisuel sous conditions strictes. Nous avons à l'intérieur de ce procès d'autres personnes jugées et condamnées pour des faits de collaboration. Donc c'est un procès, ce sont des archives qui couvrent énormément d'aspects. Parmi les 8 procès exposés, celui de Paul Touvier, accusé de crimes contre l'humanité, l'affaire a été jugée par la cour d'assises de Versailles en 1994. La documentation est conservée aux archives départementales des Yvelines.
Ce sont des plans fixes. On ne peut pas, par exemple, quand un témoin ou un avocat s'exprime, faire un contre-champ pour analyser la réaction du public, par exemple. Ça se veut le plus objectif possible. L'idée, c'est vraiment d'avoir une trace filmée de ce procès. 8 mètres linéaires, c'est l'ensemble de la procédure concernant Paul Touvier, un fonds conséquent d'archives matérialisé par ces 67 boîtes. À leur côté, des pièces à conviction sous scellé. Elles proviennent de documents et d'objets personnels. Ça apporte une matérialité à cette enquête et à la procédure qui a été menée. Ce sont des pièces qui visent à apporter un éclairage sur la prétendue culpabilité effectivement de la personne mise en examen. L'exposition se termine le 22 avril 2022. On reste dans la thématique historique Bichente, mais on va sur les planches avec votre invité. En effet, nous recevons par écran interposé Christophe Barbier. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, bonjour à tous. Donc vous êtes journaliste et éditorialiste, mais aujourd'hui on vous accueille en tant que comédien, puisque vous êtes à l'affiche de la pièce L'un de nous deux, une pièce de Jean-Noël Jeanneney mise en scène par Jean-Claude Idé, que vous jouez depuis 2019 à Paris notamment. Une représentation est donc prévue le 17 décembre prochain à 20h30 à Jouy-en-Josas. Voici un petit extrait. Quand Pétain vous a traîné au procès de Riom en 42, j'ai aimé votre violence contenue. Ma violence à moi serait plus directe que la vôtre. Mitraillette, voilà. Toujours votre indulgence. Mais il n'y a pas de système sans les hommes, des individus libres. De l'indulgence ou de la générosité? Une pièce donc que Grégory va se charger de nous résumer. Oui, nous sommes en juin 1944. L'un de nous deux est un dialogue imaginaire entre deux figures. Léon Blum d'un côté, fidèle de Jean Jaurès, chef emblématique du Front populaire qui est incarné par Emmanuel de Chartres, et Georges Mandel, ministre collaborateur de Clémenceau que vous jouez, Christophe Barbier. Les deux hommes ont été livrés aux nazis par le régime de Vichy et ils vont être en détention ensemble pendant 14 mois près du camp de Buchenwald. L'assassinat de Philippe Henriot, qui est un collaborationniste, voix de la propagande de Vichy, va sceller le sort de l'un d'entre eux. Qu'est-ce qui vous a convaincu de prendre part à cette aventure, Christophe Barbier? Est-ce que c'est justement peut-être cette opposition entre deux hommes que sur le papier tout oppose, mais que la détention va rapprocher? Avant même cette aventure politique et humaine, en effet, deux hommes de camps opposés, mais qui se rejoignent dans la tragédie, ce qui m'a intéressé, c'est le destin de Georges Mandel. Georges Mandel, qui était en 1940 un homme politique éminent, il faisait partie de ceux qui voulaient être le plus dans la guerre. Georges Mandel, qui était le préféré de Churchill. Churchill voulait le faire venir à Londres pour diriger un gouvernement clandestin, un gouvernement en exil de la France. Et Mandel a préféré rester sur le territoire français, en l'occurrence l'Afrique du Nord, l'Algérie, plutôt que d'aller à Londres. Ça a été sa perte. Il a été arrêté, 4 ans de prison, un camp en Allemagne et finalement la mort. La mort, abattue par la milice, à quelques semaines de la libération de Paris. Pendant ce temps-là, De Gaulle, qui était le second choix de Churchill, De Gaulle, lui, a pris la tête de la France libre et a mené la libération du territoire. La tragédie de Georges Mandel, c'est quelque chose de bouleversant. Christophe, du coup, comme vous le disiez, vous jouez Georges Mandel, de son vrai nom Louis Rothschild. C'était un homme politique, un résistant français, mais aussi, tout comme vous, un journaliste. On vous s'est d'ailleurs engagé contre l'extrémisme, et Georges Mandel est tombé sous l'extrémisme par rapport à tout ça. Comment est-ce que vous vous êtes imprégné du personnage? Comment vous l'avez abordé? Je l'ai abordé par son caractère. Georges Mandel n'était pas un homme facile, il avait ses défauts, il a beaucoup menti dans sa vie, il était extrêmement cassant, extrêmement brutal, y compris avec ses collaborateurs. Et sous cette enveloppe un peu rude, il y avait en fait un véritable combattant de la République. Et il se voulait intransigeant dans la forme parce qu'il voulait être intransigeant dans le fond. Et son attachement à la République, hérité de Clémenceau, ça m'a beaucoup touché. Je trouve que nous vivons une période, mais ça a été le cas aussi dans les années 30, où il y a une certaine déliquescence de l'esprit républicain. On est un peu laxiste, un peu tolérant, on considère que les choses vont s'arranger. Et en cessant d'être dans l'intransigeance, eh bien on tombe dans la complaisance et on affaiblit la République. Ce caractère-là, à la fois privé et public de Mandel, je pense que c'est quelque chose qui porte leçon pour les hommes politiques d'aujourd'hui. Et vous partagez l'affiche avec l'acteur et comédien Emmanuel de Chartres, qui incarne Léon Blum. C'est d'ailleurs le fils de Philippe de Chartres, résistant français et homme politique, qui avait accueilli Léon Blum à Paris lors de son retour de déportation. Comment s'est passée cette collaboration avec Emmanuel pour monter et jouer la pièce ? Ça s'est très bien passé, on se connaît depuis longtemps, c'est une rencontre humaine, on a vraiment des atomes crochus. Emmanuel, par sa
parenté, par sa famille, a une passion pour la politique. Il a toujours adoré ça. Donc on a eu de longues heures de discussion autour de Mandel et Blum, du Front populaire, de la responsabilité des uns et des autres, mais aussi bien sûr autour de la vie politique actuelle, parce qu'il y a des effets d'écho, des effets de miroir entre les deux périodes. Donc c'est sur cette complicité intellectuelle qu'on a fondé notre complicité théâtrale. Et puis Léon Blum dans la pièce, c'est celui qui porte l'humanisme. Il veut toujours voir la part de l'homme qui peut être la meilleure. Il ne désespère jamais de l'homme, pas même de leur gardien nazi. C'est vous dire s'il est idéaliste, voire utopiste, peut-être naïf, ce Léon Blum. Mais ce sont les deux qui parlent. Celui qui parle avec son cerveau, Mandel, et celui qui parle avec son cœur, Léon Blum. On le rappelle, Christophe Barbier, une mise en scène signée de Jean-Claude Idé. La vraie force de cette pièce, est-ce que c'est les dialogues que la critique juge forts, poignants, ces dialogues ? Oui, c'est une pièce très écrite. Jean-Noël Jeanneney lui-même, il baigne dans la politique. Jean-Noël Jeanneney a été ministre de Mitterrand, son père, Jean-Marcel Jeanneney, a été ministre de De Gaulle, et son grand-père, Jules Jeanneney, était président du Sénat en 1940. Il avait essayé d'aider, d'ailleurs, comme il l'a pu, Georges Mandel à l'époque. Donc vous voyez, l'auteur Jeanneney est un historien qui baigne dans cette histoire-là, avec toutes les contradictions et la part d'ombre, parce qu'on sait que cette rencontre a eu lieu à Buchenwald. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Et la conclusion de Jean-Noël Jeanneney, c'est de penser que ces deux hommes politiques juifs, eh bien, ils n'ont pas voulu quitter la France pour ne pas être accusés de déserter, d'abandonner les Français. Et en voulant être de bons Français au milieu des autres Français, eh bien, ils se sont retrouvés piégés dans la souricière tendue par Pétain et par les nazis. Donc cette fatalité de l'homme politique français juif, ça, c'est aussi une des grandes leçons philosophiques de la pièce de Jean-Noël Jeanneney. Bichente le disait tout à l'heure, la pièce a été jouée à Paris. Là, elle sera jouée à Jouy-en-Josas, une ville où a résidé Léon Blum, justement. Est-ce que ça revêt un caractère particulier de venir la jouer, justement, dans cette ville où habitait Léon Blum ? Ah oui, c'est très touchant de venir dans cette ville. Nous avons visité au mois de septembre la maison de Léon Blum, qui a été sa dernière maison après la guerre, justement, où il a essayé encore de participer à la vie de la nation, à la vie de la gauche. Et c'est très émouvant de venir dans cet endroit, faire revivre Léon Blum à un endroit où il a vécu. C'est très poignant. Deux dernières questions, Bichente. Oui, allez-y. On va revenir aussi un peu sur vous. Vous avez déjà déclaré votre passion pour le théâtre. Que vous apporte cette vie de comédien ? Oh, c'est une fontaine inépuisable de bonheur humain. Ce qui se passe dans une troupe de théâtre, l'intensité des échanges, ça n'a pas d'égal ailleurs. Il faut vraiment connaître ça dans sa vie, et que ce soit dans le théâtre amateur ou dans le théâtre professionnel, c'est unique. Et puis depuis quelques années, j'ai un peu plus de temps, je ne dirige plus l'Express, je dirige Franc-Tireur, c'est moins lourd, j'ai la liberté de faire du théâtre, et donc je me livre tout à cette passion qui me suit depuis mon adolescence. Et puis j'ai l'impression parfois que la vérité de l'homme, la vérité de la vie, elle est sur les planches. Que la vraie vie est là, et que finalement le reste de la vie, c'est un peu une comédie sociale, c'est un peu du théâtre, alors que la vérité est sur scène. Et ça, c'est un grand bonheur de pouvoir, après avoir connu les grandes joies du journalisme, mêler les deux, le journalisme d'un côté, avec cette campagne présidentielle complètement folle, complètement passionnante que nous vivons, avec des tensions terribles entre les extrêmes et les modérés, et à côté, vivre des aventures en scène qui en sont aussi une vocation. J'ai pas l'impression de changer de métier, j'ai l'impression de faire de deux manières différentes le même métier d'éditorialiste historique et politique. Et donc pour terminer, si vous deviez nous convaincre en 2-3 mots de venir voir cette pièce, que diriez-vous ? Si vous aimez la politique, vous allez être passionné. Mais si vous n'aimez pas spécialement la politique ni l'histoire, vous allez être bouleversé. Parce que c'est le destin tragique de deux hommes livrés à la barbarie. Et jusqu'au bout, on ne sait pas lequel des deux va mourir. Merci Christophe Barbier d'avoir été avec nous. Donc vous jouerez dans la pièce L'un de nous deux vendredi 17 décembre prochain à 20h30, salle du Vieux Marché à Jouy-en-Josas. Pour réserver, donc rendez-vous sur le site internet de la ville qui s'affiche en bas de votre écran. Merci effectivement à Christophe Barbier. Bichente, à présent, vous nous parlez d'un autre spectacle. Oui, un coup de projecteur sur le peintre Maximilien Luce. La compagnie Les Trois Couleuvres investit les murs du musée de l'Hôtel-Dieu à Mantes-la-Jolie. Le spectacle, c'est demain, samedi 11 décembre à 16h, gratuit et accessible pour tous. Entre théâtre, musique, danse ou encore body painting, c'est un moment divertissant mais aussi instructif sur la vie du néo-impressionnisme et son militantisme. Le tout au milieu de ses œuvres, puisque le musée de l'Hôtel-Dieu possède une grande, si ce n'est la plus grande collection dédiée à l'artiste.
À Mézières-sur-Seine, on enfile les patins et ça, je sais que vous aimez bien. Oui, en effet, Grégory, pour les féeries de Noël, la ville a vu les choses en glisse. 120 mètres carrés de patinoire synthétique ont été installés. Elle ouvrira ses portes ce soir, vendredi 10 décembre, à 19h jusqu'à 21h, mais aussi tout le week-end de 10 à 17h. Et enfin, mercredi 15 décembre, une nocturne de 17h à 20h. C'est une bonne occasion de profiter des fêtes, mais c'est aussi bien de rester à la maison, la petite laine au coin du feu avec le chocolat chaud. Oui, Noël, c'est dans 15 jours. On parle souvent des choses à faire le week-end, mais on pense aussi, nous, à ceux qui ne veulent rien faire, comme vous le disiez, se reposer sous la couette ou même au cinéma. Et pour cela, quoi de mieux qu'un bon film de Noël? Entre film du moment et découverte, voici notre top 3. Se prélasser devant la télé, quelque chose me dit, Bichente, que vous ferez partie de ces gens-là ce week-end. Ouais, c'est possible. Célia qui a fait cette petite compilation a mis Santa et compagnie. C'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé ce film au cinéma, mais ça ne m'empêche pas de le revoir sur le canapé. Il y a des classiques à revoir, les Harry Potter, moi j'aime bien au moment des Noël, fêtes, les Disney aussi, qui sont forcément des classiques au moment de Noël. Alors pour terminer justement sur cette thématique de Noël, on peut aller aussi au château. Oui, pour ces vacances de fin d'année, le château de Breteuil à Choiseul est vêtu de sa plus belle parure. Les buissons sont illuminés, des sapins sont répartis sur le parcours de la visite, des tables de fête ont été dressées. Et en plus de cela, du 18 décembre au 2 janvier, de nombreuses activités seront proposées chaque jour. Donc les visites traditionnelles de 11h à 12h30 et de 14h à 17h30, mais aussi des récits de contes de Charles Perrault, des ateliers également et des événements ponctuels. La séance de contes de Noël dimanche 19 décembre à 16h30 ou celle du Nouvel An le 2 janvier à la même heure. Pour rappel, les tarifs du château varient entre 12,50 € et 17,50 €. Merci Bichente pour ce programme complet. C'est déjà à la fin de cette émission 7-8 Week-end. On se revoit vendredi prochain pour déjà la dernière de cette année 2021. Avec du lourd, Grégory, avec du lourd. Prenez soin de vous d'ici là. Bichente, oui, du lourd, puisqu'il y aura peut-être, on le précise, on n'en dit pas plus, Bichente, un invité exceptionnel sur ce plateau. Surprise, forcément un invité qui va plaire aux enfants téléspectateurs du 7-8 Week-end. TV78 revient dès lundi avec le journal de la rédaction pour connaître toute l'actualité autour de chez vous. Et d'ici là, passez un excellent week-end.